camp de Payaya la veille du jour fatidique. Vous maintenez cette déclaration? Je réponds à cette question. Est-ce que vous avez la preuve de la tenue de cette réunion? Je réponds à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse. Là, je n'ai pas entendu la réponse. Une question, c'est votre question. Non. Une autre question. Sur la présence supposée du président Moussa Dadis Camara, question posée à vos parents de vos avocats. Est-ce que vous savez que cette présence supposée a été soutenue ici suite à un certain monsieur qui se faisait passer pour un ancien des services de renseignement avec le nom Charlie Loulou, qui a dit, je cite, que le président Dadis a été conduit au stade par le colonel Claude Bibi. Est-ce que vous savez que c'est suite à sa déclaration sur les réseaux sociaux que les confrères de la partie civile ont même transcrit ses propos et même les confrères de la défense divisée pour produire le débat ici? Est-ce que vous le savez? Mais moi, je ne vais pas commenter cela parce que je dis clairement que cela ne concerne pas. Très bien. Ceux qui l'ont dit et ceux qui l'ont présenté au tribunal vont prouver devant le tribunal. Très bien. Le tribunal est saisi de cette question. Est-ce que vous savez que cette version qui a été soutenue ici et qu'on a voulu vous faire avaler a été battue en brèche par un rapport produit au débat par le parquet sur la présence effective du colonel Claude Bibi à Koya le jour des événements? On ne peut pas me faire avaler n'importe quoi. Je sais. Je ne consomme pas n'importe quoi. Je sais. Et sur cette question, je n'ai pas de commentaire à faire puisque je suis complètement étranger à cette question qui est portée devant le tribunal. Et le tribunal appréciera Très bien. en fonction des informations que le tribunal recevra des avocats, certainement qui défendent cette thèse. Pas moi. Merci, monsieur le Premier ministre, et je continue. Durant toute votre intervention, vous avez soutenu avoir vu des cas de viol, des cas de mort, des cas de blessures. Mais est-ce que vous savez que Toumba, que vous déclarez ici avoir été votre sauveur, a nié ici à cette barre n'avoir vu aucun corps, n'avoir vu aucune femme violée alors que vous étiez ensemble? Je crois que Toumba a dit qu'en nous menant vers l'esplanade, il a vu des gens en train de tirer une femme nue vers le palais des sports. Je crois qu'il l'a dit. Nous l'avons dit aussi. Nous avons vu cette femme qui est vêtue comme très bien. Je le dis sous le contrôle du tribunal, sous le contrôle de tous les acteurs impliqués dans ce dossier. Oui, vous pouvez apporter la réplique plus tard. Une autre question. Il Oui. a répondu. Voilà. Mais que la défense de Toumba se calme. Bien. Monsieur le Premier ministre, on vous a aussi posé la question, venant bien sûr de vos avocats, que la commission d'enquête nationale n'a pas entendu le président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous savez que vu ce qui s'est passé le 3 décembre, qu'il était impossible pour la commission d'enquête nationale qui a produit son rapport en janvier 2020, qu'il était impossible pour cette commission d'entendre le président Moussa Dadis Camara? Franchement, je ne voulais pas discuter de cette question avec vous. Dès lors que je vous dis que la commission nationale d'enquête ne m'intéressait pas, je ne me suis même pas intéressé à ce qu'ils ont fait. Et pourtant, il doit vous intéresser. Non, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Je ne suis pas intéressé à leur travail, je ne crois pas à la commission nationale. Et je vous ai dit ici, le premier jour de ma comparution, que j'ai entendu un honorable membre de cette commission, qui d'ailleurs j'estime, dire sur une interview, il a dit clairement que ce sont les leaders des forces vives qui sont responsables des tueries survenues au stade du 27 septembre. J'ai perdu vraiment de l'estime pour ce jour-là. Et quand un membre de cette commission lui dit, c'est un honorable avocat en plus, alors il y avait le droit que cette commission nationale d'enquête ne pouvait pas donner de résultats attendus. Mais pour tout commentaire, je n'ai rien à dire sur cette commission, je n'ai pas suivi leurs travaux. Et ça ne m'a pas intéressé.
est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous détestiez le travail de la commission d'enquête parce que simplement, elle n'a pas écrit ce que vous avez voulu entendre? Mais nous savions que pour nous, ceux qui étaient incriminés, c'est eux-là qui décidaient de mettre en place une espèce de justice selon leurs vœux. Et c'est la raison pour laquelle nous n'étions pas partants pour cette commission nationale d'enquête. D'accord. Venons-en à la commission d'enquête internationale que vous reconnaissez. Est-ce que vous savez qu'il a été aussi impossible pour cette commission d'enquête internationale d'entendre le président Moussa Dadis Camara? Mais ils n'ont pas entendu tout le monde. Et je sais qu'ils ont fait un bon travail, parce que c'est leur rapport qui a servi au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Donc le travail qu'ils ont apporté ici était un travail remarquable. Très bien. C'est eux qui ont qualifié en premier le crime commis ici, le crime contre l'humanité. Et pour qui connaît la personnalité de Mohamed Bejaoui, qui était membre de la Commission internationale, la Cour internationale de justice, et qui était même l'ancien président de la Cour internationale de justice, c'est un monsieur qui fait autorité dans le domaine judiciaire. Donc, c'est leur rapport qui a permis au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Et donc, ça, c'est du bon travail. Donc, je vais continuer. J'étais juste pour vous souligner, autant la commission d'enquête nationale et internationale n'ont pu entendre le président Dadis, et la réponse est simple. Le 3 décembre est passé par là. Je continue. Parlons toujours du rapport de la commission d'enquête internationale, que vous croyez, que vous saluez. Je vais, avec la permission du tribunal, lire la page 17, paragraphe 64, et confondre ça à votre version ici à la barre. Pendant que les manifestants tentaient de fuir, des militants ont encerclé les leaders politiques qui se trouvaient dans la tribune pour les protéger. Le lieutenant Aboubakar Chérif Diakité, alias Toumba, a exigé de Cellou Dalein qui descende sur la pelouse. Et comme celui-ci refusait de bouger, il a donné l'ordre à des bérets rouges de monter dans la tribune. Les bérets rouges ont assailli les leaders politiques et plusieurs de leurs garde-corps ont été blessés, notamment par balle, dont celui qui s'est interposé quand le chauffeur du président Sankara Kaba a tiré sur Cellou Dalein Diallo. Entre-temps, Jean-Marie était sous la menace des personnes qu'il a identifiées comme d'anciens membres de l'UNIMO, en tenue des bérets rouges. Sur intervention du commandant Tchebro, il a réussi à échapper aux bérets rouges en acceptant de suivre ces derniers. N'est-ce pas? Cette partie du rapport est en contradiction avec vos propos selon lesquels Toumba vous a sauvé. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai rapporté au tribunal. De l'instant où Toumba est rentré au stade, jusqu'au moment où il nous a déposé à la gendarmerie, Toumba n'a posé que des actes qui nous ont permis d'être sauvés. C'est ce que je peux dire comme commentaire. Donc vous contestez cette partie du rapport? Je ne veux pas commenter sur cette partie du rapport. Très bien. Je vais continuer. La page 20 du paragraphe 77 du même rapport. Des bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba sont entrés dans le stade et se sont déployés en demi-cercle, tirant par rafale directement sur les gens, en direction des gradins à gauche de la porte principale du stade, vers le nord, sur la foule amassée sur la pelouse, ainsi que les premiers rangs des tribunes vers roux, tuant ainsi sans distinction des dizaines de manifestants. Cette version n'est-elle pas en contradiction avec celle que vous tenez ici? Encore une fois, je ne commande pas ce que d'autres disent, je soutiens ce que j'ai vu. N'êtes-vous pas... S'il vous plaît. Je vous en prie, je vous en prie. J'ai pensé que vous avez fini. Ce que je peux dire devant ce tribunal,
tribunal, c'est ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai rapporté fidèlement à ce tribunal, sans autre commentaire. N'est-ce pas, dans ces conditions, vous êtes en contradiction avec ce document que vous avez tout le temps salué? Je ne suis nullement en contradiction avec quelque document que ce soit. Je rapporte au tribunal ce que j'ai vécu moi, pas ce que quelqu'un d'autre dit. C'est ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que je rapporte devant ce tribunal. Parlons de la page 37, paragraphe 167 du même rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 h du matin et que des bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans des endroits distincts, identifiés. Cette version ne vient-elle pas entrer en contradiction à nouveau avec ce que vous soutenez ici? Mais encore une fois, je vous dis, j'ai rapporté devant ce tribunal ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Les gens peuvent faire des commentaires, mais je crois que l'affaire des corps enlevés dans les hôpitaux, à la morgue, donc à surtout, et au stade, cette question est pendante devant ce tribunal. Et cette question est cruciale. Quand le tribunal se déterminera par rapport à cette question, peut-être que nous saurons le nombre de morts, et nous saurons aussi l'ampleur de la responsabilité de ceux qui ont perpétré cet acte criminel. Je sais que vous êtes très prudent pour aborder des questions qui mettent en cause vos déclarations, mais ça ne m'empêche pas de poser des questions. Parlons toujours de la commission d'enquête internationale que vous louez tant. Est-ce que vous savez que cette commission est arrivée en Guinée le 25 novembre 2009 et a quitté le 5 décembre 2009, soit 10 jours de travail seulement? Mais je n'étais pas là. Au moment où la commission internationale arrivait à Conakry, nous étions déjà dehors. Très bien. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le document a fait autorité, puisqu'il a été accepté par le Conseil de sécurité, qui est un organe très important. Et donc, logiquement, ils ont fait du bon travail. Et généralement, les missions des Nations Unies ne durent pas très longtemps. Ils sont des experts. Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je ne veux pas trop commenter le rapport de la commission internationale d'enquête. Je vous prends au mot. Ce document fait autorité. Il a fait autorité au Conseil de sécurité. Alors, si ce document fait autorité, n'est-ce pas, votre version ici doit être prise avec beaucoup de méfiance? Ma version est tout à fait authentique, venant de quelqu'un qui est devant le tribunal et qui parle devant le tribunal en connaissance de cause. Pourtant, elle est contradictoire avec le contenu de ce rapport. Je n'ai pas envie de vous tirailler avec vous. En contenu, le tribunal appréciera. Je n'assume pas. Ce rapport de 60 pages a soutenu avoir entendu en 10 jours 687 personnes, entretenir les ONG et les autorités. Vous, en tant qu'expert des Nations Unies, juriste de formation, diplomate rompu en la tâche, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire un travail sérieux de ce genre, entendre 687 personnes, faire des rendez-vous avec les autorités et les ONG en 10 jours? Je ne veux pas juger cette position. Je comprends votre méfiance. Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, vous savez que contrairement à la commission d'enquête nationale qui a travaillé 2 mois et demi pour sortir un rapport, si nous devons en tout cas juger les deux, on doit quand même considérer
que celui-là qui a pris plus de temps a plus de crédibilité d'avoir fait un bon travail? C'est vous qui le dites, parce que le rapport de cette commission n'a été pris en compte nulle part. Si. C'est vous qui le dites. Je vous informe tout à l'heure et je vous dirai où est-ce que ça a été pris en compte. Par ma connaissance en tout cas. Oui, je vais vous indiquer ça. Parlons de la commission d'enquête nationale que vous détestez. Est-ce que vous savez que cette commission était composée des avocats, des magistrats, des activistes des droits de l'homme connus pour leur honorabilité? C'est facile de le dire. Mais nous n'avons pas eu confiance à cette commission. Malheureusement pour vous. C'est votre droit. C'est votre droit. Cette commission. Je vais, avec la permission du tribunal, vous dévoiler, et même à la face de l'opinion nationale et internationale, les visages qui ont composé cette commission, que vous déclarez, n'est-ce pas, ne pas être crédible. Il y avait à sa tête Sirima Kouyaté, qui est magistrat aujourd'hui à la Cour suprême, Doura Chérif, on n'a pas besoin de décret personnel, CCTA, ancien membre de la Cour constitutionnelle, Massouma, magistrat en service à la Cour suprême, Baïla Diallo aussi magistrat, Chérif Ibrahima Chérif Kamara, magistrat, Aïdara Wala, Mohamed Lamine Souma, avocat, Amara Chérif, avocat, Francis Charles Haba, professeur d'université et avocat en même temps, Kake Makanera, professeur d'université, Hassan Ba, que vous connaissez bien, grand médecin légiste, Omar Taïbata Badé, Fromo Frédéric Loa, Pierre Tono, Morgan, Mafatmata Morgan, la société civile, Pierre Koivogi, Sedouba Dubate, Michel Koriman, de la France. Je me limite là. Vous pensez que toutes ces personnes-là n'étaient pas aussi crédibles pour résister et faire preuve de neutralité et d'indépendance? Je ne veux pas apporter du jugement sur ces personnes, mais la commission, en tant que telle commission nationale, nous avons nullement confiance à cette commission. On a vu d'autres commissions qui avaient été mises en place par le CNDD, qui comprenaient aussi beaucoup de personnalités, et dont le travail n'a pas été honorable. Donc nous avions des réserves sur cette commission nationale d'enquête. Je n'ai rien contre ces personnes que vous avez citées, mais la commission en tant que telle n'a pas confiance. Je vais, avec la permission du tribunal, exploiter l'ordonnance par laquelle cette commission a été créée. D'accord? Je vais, avec la permission du tribunal, aborder l'article 2 de cette ordonnance qui dispose comme suit. La Commission nationale d'enquête a pour mission d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009, ainsi que sur les préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. N'est-ce pas là l'expression d'une volonté politique pour faire la lumière sur cette affaire? Vous me rappelez une expression bien connue dans l'histoire de notre pays, la vérité du ministre. Je pense que cette vérité dont il parle devait être ce genre, la vérité de l'œil boulet. On l'a dit ici en d'autres circonstances. Et nous savons ce qui s'est passé avec cette vérité du ministre. Et donc c'était une espèce de vérité comme ça. Et nous n'avons aucune confiance en cette position. Vous savez, le 28 septembre était un événement mondial. Et aujourd'hui, ce procès emblématique est suivi par le monde entier. Mais les événements du 28 septembre aussi étaient emblématiques parce que le monde entier avait suivi ce qui s'est passé à Conakry et c'était effroyable. Et le gouvernement avait pris peur. Et quand ils ont pris peur, ils ont pris le devant. Ils savaient que la situation allait venir. Ils ont essayé de mettre en place leur commission à leur façon. Et je ne doute pas que leur résultat pourrait conclure en la responsabilité du leader des forces vives. Et c'est ce qu'ils recherchaient. Et c'était ça le but. Et cette poursuite s'est appuyée sur le rapport de cette commission
nationale d'enquête et le rapport de la commission d'enquête internationale. Je reviens encore sur un sujet lequel j'ai eu à étendre très largement. Vous rappellerez qu'avant le début de ce procès au mois de septembre, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, M. Karim Khan, était à Conakry. Et à cette occasion, j'ai entretenu avec le gouvernement, les autorités nationales, on a passé un accord. Ce procès prendra tous les éléments, y compris le rapport dont vous parlez, et tous les rapports qui nous seront soumis. C'est le rôle de la mission tribunal d'apprécier. Mais je tiens à vous dire que ce tribunal, en lequel je crois fermement, saura faire la part des choses. Et nous sommes encore, et jusqu'à maintenant, nous sommes sur notre position que cette commission nationale était mise en place pour les besoins des autorités d'alors, tout comme ils l'ont fait avec le comité ad hoc en inversant lors des élections. Tous les moyens étaient utilisés à cette période-là pour pouvoir aller dans le choix de leurs décisions. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions nullement confiance en cette commission. Et puisque nous disons que nous n'avions pas confiance, alors pour moi, tout ce qu'ils auront dit, je n'ai pas confiance. J'ai confiance en la juridiction qui est devant moi et qui est en train de juger cette affaire maintenant. Je vous en toute transparence. Je vous lis les 3 premières lignes du réquisitoire introductif du 8 février 2010. Le visa. Le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, vu le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante sur les événements du 28 septembre 2009, le premier acte visé, vu le rapport de la Commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre 2009, attendu qui résulte contre Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba et tous autres. Je vais me faire l'économie de l'île Aurès. Vous vous dites ici que vous n'avez pas confiance au travail de la commission d'enquête nationale. Et pourtant, c'est sur la base de ce document que cette justice que vous louez aujourd'hui est en marche. N'est-ce pas? Je n'ai pas fini. N'est-ce pas? Vous êtes en train de vouloir une chose de son contraire. Mais vous ne comprenez pas l'enjeu de ce procès. Lorsque je suis arrivé ici, le premier jour, lorsque j'ai pris la parole, j'ai fait un rappel historique des événements qui sont passés au stade du 28 septembre. Le dossier qui est en jugement est un dossier qui porte sur des crimes contre l'humanité, donc dépassant les limites d'une juridiction nationale et qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est uniquement au nom de la complémentarité, j'ai largement expliqué la complémentarité, peut-être que vous l'avez compris, mais c'est au nom de la complémentarité que ce tribunal juge aujourd'hui d'une affaire de crime contre l'humanité, quelle que soit la qualification qui a été donnée au début de ce procès. Je suis certain qu'avant la fin de ce procès, il y aura une requalification de ce qui a été dit. Et donc, ce qui a été dit et ce qui est réel, c'est que ce tribunal est là sur un dossier qui est toujours inscrit au rôle de la Cour pénale internationale, dont elle s'est dessaisie en donnant plein droit à la Guinée au titre de la complémentarité. Et c'est à ce titre que ce tribunal siège aujourd'hui. Et la communauté internationale a l'œil sur Conakry. La Cour pénale aussi suit ce procès. Ce procès va se dérouler selon les normes régulières. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun doute. Très bien. J'ai plus confiance en cette juridiction que cette commission qui avait fait son travail de l'époque et qui était une commission aux ordres. Très bien. Vous venez de dire que vous êtes certain qu'il pourrait avoir réqualification avant la fin de ce procès. Sur quoi vous vous appuyez pour tenir une telle affirmation? Parce qu'une juridiction, je pense qu'il y a, vous êtes un spécialiste du droit,
toute infraction, il y a les éléments de l'infraction. Tous les éléments du crime contre la communauté, plutôt, tous les éléments de crime contre l'humanité sont réunis dans cette affaire. Et c'est sur cette base que le tribunal l'appréciera. Très bien. La qualification des infractions ne se fait pas en l'air. Très bien. Et comme vous avez fait des cours de droit pénal, il est évident qu'une infraction est d'abord qualifiée en fonction de ses éléments constitutifs. Très bien. Quand les éléments constitutifs sont réunis, alors le tribunal l'appréciera. Très bien. Et sur cette base, j'espère que le tribunal appréciera justement ces éléments qui sont réunis. Très bien. Et là, on a utilisé une attaque massive contre des groupes de personnes, on les a massacrés, on a fait des viols sur de nombreuses personnes, et tous les éléments des crimes contre l'humanité sont réunis. Et je crois que les avocats de la partie civile l'ont amplement développé l'autre jour. Il appartient maintenant au tribunal d'apprécier. Vous aviez parlé en technicien, même pas en tant que victime. Est-ce que vous pouvez permettre alors qu'on dialogue sur cette partie technique que vous venez d'aborder? Je crois que le président ne nous permettra pas de faire cette conversation, mais je reste disponible de discuter avec vous, même en dehors de cette salle. Cette faisons gagner du temps à ce tribunal. Évidemment, parce qu'il n'en est pas encore question. Je respecte la décision du tribunal. Je continue, parce que j'avais voulu vous amener à vous contredire par rapport à cette technicité. Monsieur le Premier ministre, cette commission a rendu son rapport en janvier 2010 autant pour moi. 2010, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était plus aux affaires. Pensez-vous qu'à cette date, il avait le pouvoir d'influencer encore, pendant qu'il n'était plus aux affaires, les conclusions de ce rapport? Ce sont les hommes qui avaient été mis en place à cette époque-là, qui avaient fait leur travail et qui ont rendu ce rapport. Et la commission d'enquête internationale, c'était des robots? Pardon? Et la commission d'enquête internationale était composée des robots? Des robots? Vous dites que ce sont des hommes qui ont fait le rapport que vous contestez, que vous ne croyez pas. Alors je pose la question, est-ce que la commission d'enquête internationale... C'est pas ce qu'il a dit. Oui, mais il a dit que c'était des hommes. Il a dit que ce sont les hommes qui avaient été mis en place. Et n'est-ce pas aussi les mêmes hommes qui avaient été mis en place pour sortir les travaux de la commission d'enquête internationale? À quoi on pourrait revenir les autres? C'est une commission très honorable qui est venue ici. Et la qualité des personnes, les personnes qui sont arrivées ici, sont des personnes d'une moralité exemplaire, qui ne relevaient pas d'un gouvernement, et qui n'avaient aucun intérêt à prendre part aux guerres. Ils sont venus, ils ont constaté les faits, et ils ont fait rapport aux Nations Unies, au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Donc, moi, je ne remets pas en cause la crédibilité de la Commission internationale d'enquête. Très bien. Parce que je connais comment ça fonctionne. Discutons toujours de la crédibilité. Ah oui, on va en parler. Votre manifestation du 28 septembre 2009 n'était pas que l'œuvre des partis politiques. C'était aussi l'œuvre des organisations de la société civile, n'est-ce pas? Non. La veille de notre manifestation, la société civile était de ceux qui ne sont pas venus. Évidemment, certains sont venus à titre personnel. Mais la société civile, vers la fin, vous savez, les fonds qui ont été infiltrés. Il y a eu beaucoup de transactions. D'accord. Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il a été fait pour affaiblir les forces civiles si je rentre dans ce tribunal, on ne se fait pas de cette salle? Est-ce que vous pouvez... Les sociétés civiles officiellement n'étaient pas avec nous parce que les dernières réunions étaient à la fin. Très bien. Est-ce que vous pouvez dire ici les acteurs de la société civile qui sont venus à titre personnel? Non, je veux dire que lorsque nous avons tenu les dernières réunions plénières, la société civile n'était pas représentée en tant que telle. Mais les personnes de la société civile qui sentaient que vraiment ces personnes-là croyaient qu'elles devaient participer à cette manifestation, ces personnes-là sont venues, et parmi elles, il y a une grande groupe. Mais c'était... À partir du moment où le réquisitoire qui a conduit à la tenue de ce procès a visé en premier lieu
le rapport de la commission d'enquête nationale, est-ce que vous pouvez nier ici que le président Moussa Dadis Camara, qui est cette personne qui a créé et meublé cette commission, n'avait pas la volonté de judiciariser cette affaire? Le président l'appréciera. Merci. Alors, je vais continuer toujours dans le cadre de mes questionnaires, parlant de la commission d'enquête internationale que vous aimez tant. Est-ce que vous savez que cette commission d'enquête internationale s'est appropriée de façon d'ailleurs exclusive du rapport d'une organisation de défense des droits de l'homme partie civile dans ce dossier? Cette ONG était dans son rôle. Alors, est-ce que dans ces conditions, cette organisation qui a nourri le travail de la commission d'enquête internationale, qui aujourd'hui se constitue partie civile contre les accusés, est censée avoir fait un travail impartial? Quel intérêt la Commission nationale des droits de l'homme avait-elle d'accuser le gouvernement? La Commission des droits de l'homme s'occupe du respect des droits de l'homme et je pense qu'ils ont fait un très bon travail depuis son institution. Je n'ai aucune raison de douter de sa crédibilité. Ils sont là pour accompagner l'avènement de l'état de droit dans notre pays et ils font un travail très admirable. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont aidés à travers certains groupements pour faire soigner certaines victimes à Dakar. J'ai aucune raison de penser qu'on peut être non. Ils ont fait un bon travail, ils sont partis civils, ils ont raison. Et eux qui ont suivi, ils ont mieux suivi que nous tous. Ils étaient sur le terrain, ils ont vu les victimes. Ils savent de quoi les gens ont souffert, notamment les femmes qui ont été violées et les corps qu'on a enlevés, simulés. Ils le savent très bien. C'est la raison pour laquelle, comme ils défendent les droits de l'homme, alors ils sont obligés d'être là pour dire ceux qui savent. À partir du moment où ce sont ces quelques organisations qui se constituent partie civile, qui ont guidé et orienté le travail de la commission d'enquête internationale, sommes-nous en droit d'accorder du crédit au contenu entier, je dis bien entier, du rapport de la commission d'enquête internationale? La Cour appréciera cet aspect. La Cour est là pour tout apprécier. Elle appréciera les différents rapports qui ont été soumis. Et je suis certain qu'au terme de ce procès, la Cour se prononcera en toute connaissance. Je vais finir, je suis à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'indiscipline dans l'armée est antérieure à l'avènement du CNDD au pouvoir? Franchement, je vois tous les Guinéens témoins. L'indiscipline que nous avons observée pendant l'année pendant laquelle le CNDD a dirigé ce pays, on n'avait jamais vu une telle discipline en Guinée au sein des forces armées. Le président du CNDD lui-même l'a dit. Lui-même il l'a dit sur les antennes de la radio et de la télévision. Et ça tourne toujours en boucle sur les réseaux sociaux. Cette indiscipline, elle était caractérisée surtout au temps du CNDD. Surtout. Il se prenait tout permis. D'accord. Et il faisait n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. J'ai envie de savoir, est-ce qu'avant l'avènement, vous dites que c'était caractérisé, d'accord, on ne conteste pas. Est-ce qu'avant l'avènement du CNDD, il y avait aussi de l'indiscipline dans l'armée? Pas autant. Même pas autant. Est-ce qu'on est d'accord? Caractériser l'indiscipline, c'est au temps du CNDD. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait de l'indiscipline quand même? Non, j'ai vu à l'époque ici, les officiers étaient respectés par les soldats, le grade militaire était respecté.
Nous avons vu des caporaux, des lieutenants battre des généraux ici pendant le CNDD. On a vu des tas de disciplines en Guinée au temps du CNDD. Mais s'il y avait une discipline, elle s'est accentuée pendant la période du CNDD. Tout le monde, les Guinéens le savent, tout le monde le sait. Le président du CNDD lui-même l'a dit. C'est pas moi qui le dis seul. Lui-même il l'a reconnu, il l'a dit. Il a dit qu'il ne contrôle pas l'armée. Et pourtant, lorsqu'il y a eu élection, il y a eu un président civil, qui n'est pas un général ni un colonel ou un maréchal, lui il a su canaliser l'armée par la réforme du secteur de sécurité. La réforme qui est arrivée au niveau de l'armée, il faut la volonté. Quand on a la volonté de régime, on réussit. Mais il n'y avait pas de volonté pour discipliner l'armée à cette époque. On a laissé les soldats faire ce qu'ils veulent. On les voyait se promener à ville ici, faire n'importe quoi, avec la bière qui jetait dans la rue partout. Je vais vous rappeler ce que le président Moussa Dadis a dit quand il soutenait qu'il y a de l'indiscipline à l'armée. Il a dit ceci, que j'ai hérité d'une armée indisciplinée. Les vidéos a dit ça. J'ai hérité d'une situation. S'il y avait de l'indiscipline, elle s'est multipliée de façon exponentielle au temps du CNDD. Oui. Tous ceux qui sont dans la salle ici étaient en Guinée à l'époque. Et tout le monde le sait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, oui. Vous avez ce matin communiqué une photo. Oui. Quel est le mal que vous avez subi? Pardon? Le mal que vous avez subi. Ben, le mal est là. Et j'ai expliqué, c'était au cours. J'ai développé un ligament que j'ai dû faire opérer. J'allais perdre mon bras. Et j'ai expliqué pourquoi les autres ont des pansements à la tête et moi je n'en ai pas. Ça fait rire certaines personnes. Mais c'est la réalité. Moi j'ai reçu 2 coups violents sur la tête qui auraient pu me casser la tête comme les autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis tombé avec un violent coup et s'il a été arrêté, il a vu. Et quand nous étions à la clinique le soir, pendant que chacun racontait les périspéties de cette journée, que Jean-Marie, le moment n'était pas indiqué, Jean-Marie nous montrait des sévices sur son corps et nous disait, je vais le dire devant le tribunal, si je ne voulais pas le dire. Jean-Marie a dit, depuis qu'il est né, il n'a jamais été battu comme ce jour-là. Il nous l'a dit. Et il a enlevé son pantalon à l'égard de son corps. Ça faisait pitié. Ils avaient aussi les têtes, tout le monde avait la tête cassée avec les pansements. Moi, je ne l'avais pas, parce que Sidia s'est tourné vers moi, il m'a dit, mais toi là, mon frère, tu as vraiment une carapace sur la tête. C'est peut-être cette carapace-là qui m'a sauvé. Mais j'ai souffert, comme vous avez vu les photos, j'ai souffert du doute. D'accord. Le mal est guéri chez vous? Pardon? Le mal est guéri? Ah oui, j'ai été opéré, donc c'est fini. J'ai été opéré à Paris. D'accord. Et après les événements, à quel moment vous êtes sorti du pays? Une autre question. J'ai répondu à ça. D'accord. Le 3 décembre 2009, vous étiez à Conakry? Nous étions dehors. J'ai dit qu'après, quand nous avons été invités par la CEDEAO, nous sommes sortis et on n'est plus revenus. Et quand il y a eu le changement, nous sommes revenus. Pour mettre en place une véritable transition. D'accord. Est-ce que vous avez appris que des militaires supposés avoir pris part activement aux événements avaient été interpellés et conduits au PM3? Non. Vous n'avez pas appris? Je n'étais pas là. Est-ce que vous avez appris que parmi les accusés, il y a un qui s'est déplacé pour aller les libérer de force? Je n'étais pas là. Je ne sais pas. Au cours des débats, vous n'avez pas entendu cela? Mais franchement, j'ai écouté les récits ici. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris pourquoi les deux étaient qu'on avait amenés à la gendarmerie à l'époque. Je n'ai pas bien compris. Posez la question à Touma qui est venu s'expliquer ici, il donnera des explications. Et à la gendarmerie nationale, il peut venir expliquer pourquoi les deux étaient détenus. Moi, je ne sais pas, moi je n'étais pas là. Je ne savais même pas, je ne connaissais même pas cette histoire-là. Je ne connaissais pas. D'accord. Je n'étais pas au courant. Est-ce que si les deux-là étaient restés sous les mains de la justice, vraiment la vérité n'allait pas éclater avant aujourd'hui dans cette affaire? C'est ce que vous dites, maître. Il s'agit de savoir si les pièces maîtresses du drame du 28 septembre. Et c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas, je ne les connais pas. Je ne les ai pas vus ça et je ne les connais même pas. Ces deux personnes-là, je ne les connais pas. Nous n'avons pas maîtrisé au sein de l'armée et ça a touché tout le monde.
Mais s'il se trouve que les deux qui ont été libérés là, c'est eux qui vous ont blessé, est-ce que vous ne pensez pas que vous perdez l'avantage de toute l'indemnisation? Mais je n'ai pas besoin d'indemnisation, je vous ai déjà dit. Ou de dédommagement? Je vous ai dit que je ne veux pas de dédommagement. Je l'ai dit 1000 fois, je veux que les victimes soient dédommagées. Ma personne ne compte pas. Mais les deux personnes là, ce n'est pas ces personnes-là qui nous ont frappés. Eux, je ne les ai même pas vus au stade. Pourquoi veux-tu que je dise que c'est eux qui nous ont blessés? Ah, vous ne pouvez même pas les reconnaître, donc vous ne pouvez pas affirmer que ce n'est pas eux qui vous ont porté main sur vous. Mais j'ai vu celui qui m'a frappé de visu. Il était là, devant moi, plusieurs fois. Je l'ai vu. Peut-être si les deux qui étaient à la gendarmerie, personne n'était parti les faire libérer de force et qu'on les conduisa ici dans le box des accusés, vous aurez pu vous souvenir. Non, il y avait plusieurs soldats ce jour-là. Les personnes que j'ai remarquées particulièrement, il y a eu Toumba bien sûr, mais celui qui s'est distingué particulièrement dans le molestage dont nous avons été l'objet, c'est Marcel. Il y avait d'autres soldats aussi qui agissaient. Mais celui qui s'est distingué particulièrement et qui parlait et qui a osé sortir une grenade pour faire sortir, pas non seulement, mais toute la clinique avec les malades et toutes les installations, c'est Marcel. C'est lui que nous avons remarqué. Par exemple, est-ce que vous en voulez à celui qui a été libéré? Mais cette histoire-là ne me regarde pas. S'il allait libérer les gens, ça ne me regarde pas, moi. Mais justement, je n'en sais rien, moi. Monsieur le ministre, dans cette salle, le souci qui nous anime, c'est la manifestation de la vérité. Pour ne pas qu'un coupable échappe, mais qu'aucun innocent aussi soit condamné. Si cela est vraiment la justice, aurait tout à gagner dans ce procès. 2 personnes sont interpellées, conduites à la direction des investigations judiciaires pour des fins d'enquête pour des événements étroitement liés au 28 septembre. On ne peut jamais dire 2 sans dire 3. On ne peut jamais dire 3 sans dire 4. Peut-être à partir des 2, vous ne pensez pas que on pouvait remonter les informations du plus petit au plus grand des participants au stade. Monsieur le ministre. Encore une fois, je vous dis et je vous redis que le tribunal appréciera. Cette question a été largement débattue ici devant le tribunal. Quand Toumba est passé ici, et je pense qu'à partir de l'apparition de Toumba ici, le tribunal appréciera. Ce n'est pas à moi d'apprécier, je ne suis pas concerné par cette question. C'est vous qui prononcez son nom. En dehors de lui, est-ce que vous avez appris qu'un autre militaire s'est comporté de la sorte? Non, je ne sais pas. En conséquence, cette affaire-là a été expliquée au tribunal ici. Moi, je ne savais même pas que ça s'était passé ici. Oui, monsieur le ministre, en dehors de lui, nous sommes dans une république qui a été fait libérer de force 2 personnes. Est-ce que vous avez appris qu'un autre militaire s'est prononcé, s'est comporté de la sorte? Mais même lui-même, je ne savais pas. C'est au tribunal que moi j'ai appris ça. Ça ne m'intéresse pas, tu n'étais pas là. Je ne suis pas ici pour ça. Je ne suis pas là pour parler de cette question, puisque je n'étais pas là. Je ne suis pas concerné. Je ne connais pas. Mais vous êtes une des victimes? Pardon? Vous êtes une des victimes? Oui, mais la victime, ce n'était pas moi, la gendarmerie là-bas. Et ça, c'est entre eux, je n'étais pas là. Et comment voulez-vous que je prononce une situation que je ne connais pas? Ce que je rapporte au tribunal, c'est ce que j'ai vu au stade. Et ce qui s'est passé après le stade, jusqu'au moment où nous sommes sortis de la Guinée. Et ce que j'ai vu à travers les viols qui ont été commis sur nos militantes et les personnes qui ont été massacrées, les personnes qui ont été blessées, je parle de cela. Je ne parle pas d'autres projets que je ne connais pas. Et vous me comprendrez, maître. Monsieur le ministre, les événements se sont produits au stade et dans toute la ville de Conakry. Est-ce que vous savez que le stade faisait partie des ressorts judiciaires du tribunal de première instance de Dixine? Mais c'est à juste raison qu'on a envoyé ce document au tribunal de Dixine, parce que l'infraction étant commise dans la juridiction de Dixine, il est de droit constant que le procès se tienne là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y avait un procureur de la République près de ce tribunal au moment des faits? Maître, je crois fermement
du moment où le gouvernement guinéen, même l'actuel gouvernement, a accepté avec la CPI d'organiser ce procès, je crois que le cadre de cette juridiction, de toute cette histoire a changé complètement. Nous sommes maintenant devant une juridiction qui agit et qui est en train de juger une affaire d'une extrême gravité. Monsieur le ministre, Je ne vais pas faire d'autres commentaires. Monsieur le ministre, on n'a pas besoin de monter au ciel pour chercher ce qu'on a sur la terre, si ce n'est pas pour découvrir. Le tribunal va nous le montrer. Il y avait un procureur de la République. Quelle est la question? Il y avait un procureur de la République près le TPI de Dixine qui devait conduire les enquêtes avant la CPI, avant le procureur. Est-ce que vous ne pensez pas que vous-même vous avez contribué à fragiliser les institutions judiciaires dans cette affaire? Encore une autre accusation après le complot. Alors, avant que ce procureur-là soit nommé, la CPI était déjà saisie par le Conseil de sécurité. Et donc, ce n'est pas moi qui ai fragilisé. La CPI était déjà saisie par le Conseil de sécurité après le retour de la Commission internationale d'enquête. Monsieur le ministre. Et donc, je n'avais aucun intérêt. Moi, je suis très heureux. J'ai rendu hommage à une juridiction nationale composée de magistrats talentueux, persévérants, d'une grande humilité, d'une grande compétence. Je l'ai salué. Parce que si je ne faisais pas confiance à ce tribunal, je ne serais même pas venu ici. Je serais resté là où j'étais. Je serais resté là-bas. Je suis venu parce que j'ai confiance en cette juridiction nationale. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Mais tout ce que vous rappelez là, dites-là, moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas ici. Monsieur le Premier ministre, vous pesez très lourd, vous avez un grand poids, et à l'interne et à l'international. Et sous cette photo, un seul n'a pas été encore Premier ministre dans ce pays. La question, s'il vous plaît. La question est de savoir si vous êtes les premiers à banaliser la commission d'enquête nationale, est-ce que vous n'avez pas contribué à ne pas faire avancer les enquêtes en ce moment? Et c'est nous-mêmes aujourd'hui qui chantons les lois de juridiction nationale. Je suis un partisan pour louer la décision de confier cette affaire à une juridiction nationale qui est devant moi. D'accord. En laquelle j'ai pleinement confiance. Ma dernière question. Donc, en 2009, vous vous étiez trompé alors? Pardon? Vous vous étiez trompé alors? En n'ayant pas confiance et à la commission nationale indépendante qui était composée de magistrats intègres et pétris à l'expérience. Autre question, s'il vous plaît. Vous ne pensez pas que vous êtes trompé? Non, il n'y a pas de juridiction. À l'époque, il y avait une commission nationale qui avait été mise en place. Et je le redis encore, nous ne faisions pas confiance à cette commission nationale pour les raisons que j'ai évoquées et que tout le monde comprend. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. On va interrompre l'orthodoxie. Mon héritier légendaire, mon disciple interviendra après, il aura la prière que je voulais vous faire, M. Fall. Je voulais vous voir assis en me répondant. Avec la permission du président, je m'assois. Ça dépendra de vous. Oui, je m'assois. Si le doyen demande, je m'assois. Je fais des efforts avec mon Dieu. Merci. Merci. Et quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité, et ce mot c'est merci. Oh, toute ma satisfaction avant le cérémonial. Je voudrais vous voir dans cette position quand mon disciple interviendra. Vous le promettez? Oui, je vous remercie d'ailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai pris la parole que pour vous mettre dans cette position.
Je vous en suis gré. Ouais. Mais si on ne parlait pas du fond, le tribunal ne me comprendrait pas. Mes confrères ne me comprendraient pas. Et si je ne disais pas un mot aussi, on dirait que j'avais fait fusion avec vous. Question. Est-ce que vous savez que les gens n'aiment pas entendre dans la défense divisée qu'il y a un principal avocat? Et je le dirai pour qu'il soit davantage divisé. A dit, a contredit ici le rapport d'enquête. D'ailleurs, enlevé des rideaux, le tribunal en sait que ce rapport n'est pas crédible. On attend toujours la question. C'est une question, je crois que je l'ai mal posée, je crois. Je reprends. La défense que nous ne constituons pas a critiqué le rapport d'enquête internationale. Dès les préliminaires de ce cérémonial. Vous vous en souvenez? Oui, c'est de bonne guerre. Oui. Mais vous voyez encore les gens revenir sur le même rapport pour s'en prévaloir. Est-ce qu'on ne retourne pas au vomitif? Vous ne trouvez pas ça quelque peu contradictoire? Vous critiquez et vous venez soutenir. C'est ce rapport qui est à la base de la saisine de la CPI. Et je crois que ce rapport était fait par des gens très compétents. Et ce rapport-là a été accepté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce rapport qui a été contredit, contrebalancé, irréversé, compromis et anéanti, qui vient encore être la toile de fond de la défense. Vous pouvez dire un mot. Maître, je crois que j'ai longuement parlé de ça. Je le sais, c'est pourquoi je vous ai dit de vous asseoir. J'en ai longuement parlé depuis le premier jour de ma comparution ici. J'ai fondé mes explications sur l'envoi de cette commission internationale ici. Et quand il y a des crimes de cette ampleur et que les Nations Unies se saisissent d'une pareille question, les Nations Unies vont très 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 loin. C'est bon, une autre question. Le rapport a servi et je l'ai expliqué 1000 fois. À moins que c'était elle, je ne peux pas couper la parole d'un tel homme. Question. Est-ce que la Commission nationale d'enquête n'est pas une rébellion à la Commission d'enquête internationale? Je ne veux pas répondre à cette question, franchement, mais ce que je sais, c'est que nous n'avions pas confiance à la Commission nationale. Donc ce n'était pas nécessaire, je crois. En d'autres circonstances, oui. Non, je veux vous parler, je veux faire parler le diplomate. Est-ce que c'était nécessaire? Et si le gouvernement s'était déclaré dès le premier jour, dès le 28 septembre au soir, si le président du CNDD s'était adressé à la nation, s'il avait condamné ce qui venait de se passer, déploré les morts, les viols, s'il avait décidé ce jour-là que la justice allait être saisie de cette question, même pas une commission nationale, la justice, et s'il avait promis que justice serait faite, alors on aurait salué l'action du président du CNDD. En clair, et je vais faire parler le diplomate. Cela n'a pas été fait malheureusement. Est-ce que c'était nécessaire, la commission d'enquête nationale, en présence d'une institution supranationale?
Je pense que j'ai donné mon avis sur cette question déjà. C'est lequel? Mais mon avis était que cette commission a été mise en place parce qu'il savait que la communauté nationale s'était saisie de la question. Voilà. Et c'est pour montrer... Je vous remercie. Voilà, Je laisse le disciple la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vais commencer par parler du rapport de la commission d'enquête internationale. Vous avez suivi tout à l'heure la défense du capitaine Dadis en train de se servir du rapport de cette commission pour contrebalancer ou pour tenter de remettre en cause ce que vous avez déjà dit et qui est irréversible. Et en même temps, alors la même défense s'en prend. La question, non, Monsieur le Président, la question vient. Je suis en train de construire la question. En même temps, la même défense s'en prend à ces rapports en disant que ces rapports auraient été établis en 10 jours et les membres de cette commission auraient entendu 800 et quelques personnes et des sociétés civiles en 8 jours. Et en fin de compte, alors moi je vous demande, dès lors qu'on n'a pas confiance à un rapport, est-ce qu'on doit se fonder sur les éléments de ces rapports pour remettre en cause ce qui a été dit à cette part? Ne trouvez-vous pas cette démarche incohérente? Je pense que ce tribunal appréciera toute cette affaire sur la base de leur intime, de son intime conviction. Très bien. Évidemment, ils utiliseront tous les moyens de preuve qui ont été apportés ici. Ils prendront tous les matériaux et c'est sur la base de ces matériaux que le tribunal forgera son intime conviction. Bon. Et il vous a été donné lecture de l'article 7 de l'ordonnance portant création de cette commission d'enquête nationale et indépendante. Et il ressort de cette lecture qui a été faite ici publiquement que cette commission, ses audiences étaient publiques. Une commission d'enquête. Or, il est de principe connu de tous que les enquêtes, c'est même sous le sceau de la confidentialité que les enquêtes doivent être secrètes. Ne comprenez-vous pas, dans ces conditions, que les femmes qui n'ont pas violé, qui n'ont pas voulu comparaître devant cette commission, étaient légitimement fondées à ne pas le faire, parce que cette commission voulait les exposer. Oui, quand l'autre avocat a parlé de cela, j'ai voulu réagir de la même manière, puisque ces séances, généralement, sont des enquêtes. Les enquêtes ne sont pas publiques. J'ai voulu réagir, mais j'ai laissé passer. Et ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Très bien. Peut-on faire confiance à des enquêtes qui sont menées devant le public? Bon, je pense que une commission d'enquête fait son travail de façon plus discrète. Je continue. Je vais parler de cette commission d'enquête. Vous savez qu'il existe déjà au dossier une ordonnance prise par le président Dadis portant création de cette commission d'enquête et une autre, un décret pris par le même président. Mais tous ces actes datant du même jour, c'est-à-dire du 30 octobre. Est-ce que vous le savez? Bon, j'ai vu dans le dossier, vous savez tout cela, moi je n'étais pas là. Très bien, et donc je vous apprends, Monsieur le Premier ministre, que la commission a été créée le 30 octobre et le décret portant nomination des membres de cette commission, ce décret a été également pris à la même date. Alors, est-ce que vous saviez que les membres de cette commission n'ont prêté serment seulement
que le 3 novembre 2009. C'est ce qui ressort clairement de la lecture de ces rapports en sa page 5. Est-ce que vous le savez? Non, à cette date, nous n'étions pas encore revenus. Nous sommes revenus en janvier 2010. Ok, Nous n'étions pas là. Très bien. Je vous apprends que c'est seulement le 3 novembre 2009 que les membres de cette commission ont prêté serment. Alors, question. Entre le 28 septembre et le 3 novembre, est-ce que vous avez appris, c'est-à-dire entre la mise en place de cette commission et la nomination des membres de cette commission et la date des prestations des serments des membres de la dite commission, avez-vous appris que des enquêtes ont été menées par une quelconque institution judiciaire? Non, on n'a rien appris. Très bien. Et ici, tout à l'heure, lorsque mon éminent confrère vous posait des questions, il vous a demandé, est-ce que vous saviez qu'il y avait un procureur de la République à Dixine? Est-ce que vous saviez qu'à la date du 28 septembre, je reviens sur sa question, est-ce que vous savez qu'à la date du 28 septembre, il existait un procureur près du tribunal de première instance de Dixine? Vous le savez? Non, je n'étais pas au courant de tout cela. Mais vous saviez quand même qu'il y avait un tribunal de première instance? Oui, tout à fait. Et vous saviez aussi que s'il y a un tribunal de première instance, il s'y trouve un procureur de la République. Mais logiquement, Très bien. Il y a toujours ce tribunal Très bien. que je connaissais depuis longtemps. Très bien. Et vous saviez que le procureur de la République a sous sa direction des services de police judiciaire, des gendarmeries, des commissariats de police. Vous le savez? Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce que à la date de ces événements, tous ces services de police judiciaire n'existaient pas en République de Guinée? Mais tout à fait. Très bien. Est-ce que si le président Dadis ne s'était pas fait passer pour un procureur lui-même, parce qu'il avait lui-même pris en charge cette procédure, il est sorti, il faisait des points de presse et il pointait un doigt accusateur sur vous, les leaders politiques, s'il ne s'était pas comporté ainsi, est-ce que la machine judiciaire n'allait pas se mettre en marche d'elle-même? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit tout à l'heure que si à la soirée même du drame, le 28 septembre 2009, si le président du CNDD s'était adressé à la nation, s'il s'était engagé à ouvrir tout de suite des enquêtes et avait saisi la justice, je pense qu'on ne serait pas arrivé là où nous sommes arrivés. Très bien. Ça n'a pas été fait. Très bien. Est-ce que vous savez qu'avant même que les membres de cette commission ne prêtent serment, que le stade, il y a un représentant du ministère public qui l'a dit tout à l'heure, le stade qui a servi de scène macabre à ces événements malheureux, que ce stade-là avait été nettoyé. Est-ce que vous le savez? Oui, tout le monde sait à Conakry qu'on a nettoyé le stade, on a enlevé les traces de sang, on a enlevé toutes les traces des crimes qui ont été commis là. Et c'était à dessein. Voilà. La Commission internationale d'ailleurs l'a souligné, l'a relevé. Très bien. Est-ce que vous savez que entre ces deux dates également, que des corps ont été restitués sans aucune autopsie, comme s'il n'y avait pas de justice en République de Guinée en ce moment? Oui, normalement, la justice même aurait dû faire un communiqué, au moins faire une déclaration pour déterminer les causes de la mort de ces personnes. Voilà. Ça n'a pas été fait. Très bien. Et ben, vous voyez, quand ces événements sont arrivés, les leaders victimes que vous êtes, vos militants victimes qu'ils étaient, vous n'avez pas eu droit à des enquêtes. Mais si vous savez que pendant ce temps, alors il y a eu des enquêtes autour de ce que le président Dadis a appelé la casse des commissariats de police, où vous vous seriez servi des armes pour vous entretuer. Est-ce que vous savez que des enquêtes ont été menées autour de ça? Nous l'avons appris, mais c'était à dessein, c'était pour,
disons, faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Nous avons suffisamment développé au cours de ce procès. Et permettez-moi de vous dire que des enquêtes ont été effectivement menées autour de ça. Et vous avez au dossier de la procédure le rapport de procédure de la direction centrale de la police judiciaire, rapport en date du 3 novembre 2009. 3 novembre 2009. C'est-à-dire, c'était juste le jour même où les membres de la commission ont prêté serment. Mais bien avant ça, les enquêtes ont été menées. Vous avez les procès-verbaux qui sont là. Des enquêtes ont été menées. Vous avez un rapport contre les manifestants. Et si vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi qu'en ce moment, c'était une justice à géométrie variable, une justice orientée contre les manifestants. Nous n'en disions pas, il n'y avait aucun doute à notre niveau. Très bien. Est-ce que de telles attitudes étaient de nature, vous, à vous rassurer, à venir vers la commission d'enquête mise en place par le président Dadis, qui était en train de vous traiter des bourreaux de ce qui était arrivé au stade du 28 septembre? C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas accepté cette commission nationale. Regardez ce que le rapport dit, le rapport établi par la direction centrale dit. Ce rapport vous rendait entièrement responsable de ce qui était arrivé. Ce rapport dit ceci, et en sa page 2. Alors, vous pouvez aisément lire. Le caractère violent de la foule a entraîné 59 morts, 21 cas de vol signalés, 21 cas de vol signalés, 875 blessés, l'incendie de 2 commissariats de police, destruction des moyens de transport, des installations du stade, des moyens de transport des unités d'intervention de la police et autres infractions. Monsieur le ministre, vous voyez que le bilan de ces événements était dressé contre vous et que vous étiez tenu déjà responsable. Est-ce que vous savez que le président Dadis s'est servi de ça lors de son point de presse? Nous le savions, nous savions très bien que tout était mis en place pour rendre les leaders des forces vives responsables de ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, on a voulu transformer les victimes en bourreaux. Et c'était les officiers qui étaient aux ordres et ils ne pouvaient faire que ce qu'ils ont fait. Mais ce n'était pas leur honneur du tout. Oui. Regardez à la page 4 de ces rapports, on vous reprochait d'avoir emporté des armes suivantes: 5 armes Priamaka avec munitions, 9 armes SKS, 7 armes mousqueton, 8 armes carabine 44, 3 fusils à pompe, 4 cougars, 20 paires de menottes, 4 boucliers. Et que vous vous serez servi de ça pour commettre le massacre du 28 septembre. Comprenez-vous cela? Non, cela est tout à fait ridicule. C'est inimaginable. Nos militants cherchaient plutôt à sauver leur vie. Ils n'avaient même pas un bâton, même une pierre en main. Il n'y a pas eu de jet de pierre pendant quand ils sont venus nous attaquer. Et les gens n'ont même pas essayé de se défendre. ont procédé à l'interpellation des 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur instruction de Monsieur le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Ces mêmes rapports, alors comprenez-vous, c'est là que vous, on vous accuse de vous être rendu coupable de tout ce qui est mentionné dans ces rapports, qu'on parvienne à mettre main sur ceux qui sont considérés en être les auteurs, les 40 personnes désignées, prétendument désignées être les manifestants violents, qu'on les libère
est-ce qu'en les libérant, on a voulu que la lumière soit faite sur cette affaire des casses des 2 commissariats? Est-ce qu'on avait voulu que la lumière soit faite sur ça? Je considère que ce n'était que des manipulations. Très bien. À dessein. Très bien. Je continue. Est-ce qu'il est du droit d'un président de la République de faire libérer les auteurs des infractions à la loi pénale? C'est à la justice de s'occuper de ces affaires. En le faisant, le président Dadis encourageait oui ou non l'impunité dans cette affaire. Ben, c'est tout comme, c'est-à-dire tout revenait au sommet du CNDD. Et les autorités judiciaires et autres n'avaient pas de place. Et vous avez le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante qui a eu à relever, entre autres difficultés, ce qui suit, et c'est en sa page 7. Malgré tous les efforts, aucune femme victime de viol ne s'est présentée devant la commission nationale d'enquête indépendante. L'impossibilité pour la CI d'auditionner le président et le lieutenant Aboubacar Diakité Ditumba, qui figurait pourtant dans le programme de la CI. Alors, à votre avis, pourquoi ces femmes victimes de viols n'ont pas eu le courage de venir devant cette commission d'enquête nationale prétendument indépendante? Je crois que vous comprendrez que depuis le début de ce procès, le nombre de femmes qui ont accepté de témoigner, et je salue le tribunal d'avoir pris la sage décision de les entendre à huis clos. Et je crois que j'ai clairement dit ici que le nombre de femmes violées est très très élevé et que les femmes, certaines parmi elles, ont préféré garder le silence et endurer le traumatisme, porter le deuil de cette journée. Mais aussi devant cette commission, comme vous dites que cette session a été publique, voilà, je comprends que les femmes n'étaient pas disposées à venir devant une séance publique comme dans d'autres séances qu'on a vues dans le passé, venir mettre devant le public leur intimité. Et je les comprends, je respecte leurs décisions et la confiance aussi qu'elles avaient en ceux qui devaient les écouter. Elles avaient plutôt peur, elles sortaient d'un drame, le traumatisme qui les guidait, et je les comprends parfaitement. Voilà. Et tout à l'heure, pour justifier le fait que Dadis n'ait pas été interrogé par cette commission, on vous a fait savoir que les événements du 3 décembre seraient entre-temps survenus. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on est président de la République, qu'on mette en place une telle commission et qu'on veut donner la preuve de sa bonne foi, on veut donner la preuve de l'indépendance d'une telle commission, est-ce qu'il ne serait pas indiqué qu'on soit le premier à être entendu? Logiquement. Très bien. Je continue. Permettez-moi de donner lecture du procès verbal de déposition du général Ibrahima Baldi. Alors, lorsque vous prenez ces procès verbal, et en sa page 2, il est dit ceci: est hier, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu
que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. Et il poursuit. C'est sur la même page. SIR, pour l'exécution de notre mission, nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Alors, je pense que vous comprenez à travers cette lecture que c'est ceux qui devraient être déployés ces jours-là, les gendarmes et les policiers, que parmi ceux qui devraient être déployés, planifiés, que les services spéciaux de M. Kebrou ne faisaient pas partie. Êtes-vous d'accord avec moi à travers cette lecture? Oui, tout à fait. Très bien. Vous savez, on vous a eu à vous poser la question ici, ce que je trouve tout à fait normal, et que les militaires des Bérets Rouges ne devraient pas se retrouver au stade du 28 septembre parce qu'ils n'entrent pas dans leur mission d'assurer le maintien d'ordre. On vous a posé cette question ici, je pense que vous vous rappelez. Oui, très bien. Oui, alors, et dans ces conditions, alors, est-ce que colonel Moussa Kebrou et M. Blaise Gomou, qui n'étaient pas planifiés ces jours-là, parce que c'est le chef d'état-major général des forces armées d'alors, dont je viens de vous donner lecture de la déposition. Alors, est-ce que eux aussi, ils devraient se retrouver là-bas puisqu'ils n'étaient pas planifiés? Normalement, non. Très bien. Je poursuis. Je vais toujours vous lire ce même procès verbal et déposition du général Ibrahim Baldi. Et à la même page, SIR, ça c'est par rapport à la mission qui leur était assignée. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement en premier lieu et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Nous avons des informations selon lesquelles le mouvement qui s'est préparé devrait être général et concernerait les 5 communes de la capitale, plus Doubreka et Koya. Alors, et je crois qu'à travers cela, vous comprenez aisément avec moi que la mission assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement, à défaut de disperser les manifestants. Question que je vais vous poser. Alors, est-ce que vous saviez, et vous l'avez même dit ici, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne disperse pas des manifestants qui sont réunis dans un enclos fermé? Mais tout à fait, mais c'est plutôt les gendarmes ont participé aussi au massacre. Les policiers, les Bérets Rouges et les polices, ils ont tous participé au massacre. Et par rapport d'ailleurs à la question de dispersion des manifestants regroupés dans un milieu fermé, vous avez général Mamadouba Toto Kamara, alors qui était le patron de la sécurité au moment des faits, qui a donné son avis. C'est contenu dans son procès verbal d'interrogatoire en date du 2 mars 2003 et qui vous rejoint par rapport à votre position sur la question. Et il dit ceci: lorsqu'une manifestation est organisée dans une enceinte fermée, il n'est pas bon de les disperser dedans. Il est toujours bon de les faire sortir pour assurer le maintien d'ordre. Alors, dans ces conditions, les forces de sécurité, la gendarmerie particulièrement, en optant pour la dispersion des manifestants, vous ne pensez pas qu'elle a adopté une mauvaise stratégie pour le maintien d'ordre? Et que c'est ce qui nous a plongé dans cette situation? C'est ce qui fut fait malheureusement.
Très bien. Alors, je continue et je vais maintenant vous parler du procès verbal d'audition des parties civiles en date du 4 avril 2011 de M. Jean-Marie Doré. Vous me permettrez de vous en donner lecture parce que ce procès verbal, et quand vous le lisez, il permet de tirer au clair beaucoup de questions soulevées dans cette affaire. Alors, avec la permission de M. le Président, je ne sais pas si vous me suivez. Monsieur Jean-Marie disait ceci. Vers 11 h, les chefs religieux sont venus et m'ont dit que comme le stade est plein, dites à vos amis de rompre le rassemblement pour qu'ils disent au président qu'il n'y a plus de raison d'envoyer la troupe. J'ai donc quitté chez moi en compagnie de M. Talibé, ancien Premier ministre des Télécommunications, et Youssouf Fofana en direction du stade. Quand nous sommes arrivés à la terrasse, devant la mosquée de l'Andrea, à côté des bureaux de la SEC, face à l'impossibilité de continuer en voiture, je suis descendu. Et aussitôt, la foule qui était là m'a pris en l'air pour m'envoyer au stade où nous sommes arrivés environ 20 minutes après à cause de la densité de la foule. Là aussi, il a été impossible d'accéder à la tribune. C'est pourquoi, toujours poussés par la foule, nous sommes ressortis du stade sans que je ne puisse rencontrer mes amis des forces vives. Je ne sais pas si vous suivez très bien, vous comprenez que M. Jean-Marie Doré, qui est venu à votre suite, il a été porté par la foule, qui l'a fait entrer dans un premier temps au stade, la même foule l'a fait ressortir. Et que Jean-Marie, alors au moment où les événements commençaient, il n'était pas dans le stade, il était en dehors du stade. Êtes-vous d'accord avec moi? Et je continue. Jean-Marie dit ceci. Hors du stade, j'ai emprunté la porte d'accès dessous de la tribune, mais celle-ci était verrouillée. Entre 11h30. Oui, monsieur le président. Voilà, je suis désolé vraiment de vous interrompre, mais on va se limiter là. À la reprise, vous allez continuer. Ok, merci, monsieur. L'audience est suspendue. Et aussitôt, la foule qui était là m'a pris en l'air pour m'envoyer au stade où nous sommes arrivés environ 20 minutes
à cause de la densité de la foule. Là aussi, il a été impossible d'accéder à la tribune. C'est pourquoi, toujours poussés par la foule, nous sommes ressortis du stade sans que je ne puisse rencontrer mes amis des forces vives. Hors du stade, j'ai voulu emprunter la porte d'accès au-dessous de la tribune, mais celle-ci était verrouillée. Entre 11h30, midi ou midi un quart, nous avons vu arriver les bérets rouges qui tiraient à l'horizontale et accédant au stade. De ce groupe, 5 soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction comme si je leur avais été signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Guilavogui Marcel. Celui-ci m'a abordé en ces termes: c'est toi qu'on cherche depuis 2 ans. J'ai alors compris qu'il s'agissait des éléments de l'UDMO. Tout de suite, ils ont commencé à nous frapper. Monsieur Talibé et moi, après nous avoir délestés de nos portefeuilles, de nos téléphones portables et de ma veste. Ils m'ont fait mettre à genoux et M. Talibé a été conduit dans une autre direction. Un des soldats a dit à Marcel Guilavogui: je lui lose 2 balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Kundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit, Marcel lui répond: s'il le fait, coupe-lui les arrêts. N'ayant pas de couteau pour le faire, il s'est servi d'une barre de fer pour me frapper les tendons du pied gauche. Voilà. Et comme vous le voyez, vous avez, j'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette lecture. Est-ce que à présent vous êtes d'accord avec moi, vous convenez avec moi que ces déclarations de M. Jean-Marie prouvent à suffisance qu'il était à l'extérieur du stade, proprement dit, et vous, autres leaders, vous étiez à l'intérieur, au niveau de la tribune, au moment où Marcel rentrait avec un groupe de bérets rouges. Comme je le disais, nous étions à l'intérieur du stade lorsque nous avons vu Jean-Marie faire son entrée. Et au moment où il faisait son entrée, c'est en ce moment qu'on a entendu les crépitements de tirs, de fusils. Et à partir de cet instant, moi j'ai perdu Jean-Marie de vue. Okay. Alors c'est maintenant que je comprends qu'il a été poussé vers l'extérieur, qu'ils l'ont pris pour aller le battre à l'extérieur. Et je crois que vous avez compris, et aussi à travers cette lecture, que M. Jean-Marie est quand même le leader ou l'un des leaders qui ont vu Marcel venir avec un groupe de bérets rouges qu'il dirigeait. Oui, selon ce qu'il vient de dire, je le crois, parce que Jean-Marie était bien placé pour savoir ceux qui sont arrivés, parce qu'il était à la rentrée même du stade, il était là. Donc c'est lui qui les a vus directement, et il les connaissait d'ailleurs, parce que Jean-Marie était très familier du camp Al-Fayed, il connaissait tout le monde. Et comme vous le voyez, Jean-Marie est très clair. Jusque-là, vous qui étiez à l'intérieur, vous avez vu Toumba entrer au stade au même moment que quelques bérets rouges. Là, vous avez eu l'impression qu'il était avec Toumba. N'est-ce pas? C'est cette fausse impression que vous avez eue dans un premier temps. Oui. Très bien. Et il a fallu du temps. Il a fallu que M. Toumba vienne vous demander de le suivre et qu'il vous prenne en charge et qu'il vous dirige vers son véhicule
qu'ils vous prennent de là-bas pour vous conduire à la clinique Ambroise Paré, là où il a été menacé au même titre que vous par Marcel, qui voulait faire exploser la clinique, et qu'ils vous prennent à nouveau pour vous diriger vers la gendarmerie où vous avez eu le salut. N'est-ce pas? C'est en ce moment que vous avez eu l'assurance que M. Toumba était venu pour vous sauver et non pour vous faire du mal. J'ai expliqué ce matin que quand on regarde le modus operandi des activités de Toumba au stade, nous pouvons affirmer que c'était une opération de sauvetage qu'il a menée et que tout au long de cette journée, il nous l'a démontré jusqu'au moment où il nous a mis à la disposition de la gendarmerie où nous avons été en abri. Voilà. Durant toutes ces péripéties et toute la protection qu'il vous a offerte pour vous soustraire à vos assaillants, alors, et qui ne lui obéissait pas, vous vous êtes rendu compte que Toumba ne dirigeait pas cette tête fêlée? La manière dont les autres se comportaient avec lui, oui. Il était évident que ces gens-là n'étaient pas venus avec les mêmes intentions. Très bien. Et êtes-vous d'accord avec moi à la lecture de ces procès verbaux que, comme vous l'avez dit ici, que M. Marcel a été clairement identifié, pas que par vous, par tous ceux qui étaient avec vous. Je vais parler de Mokhtar Diallo, je vais parler de Sidi Touré et Jean-Marie aussi. Il a été clairement identifié. Ce n'est pas vous seulement qui l'avez identifié, oui ou non? Marcel a opéré à visage découvert. Il est certain que Marcel était bien là et tous nos collègues, tous qui étaient avec nous ce jour-là, l'ont reconnu et tous disent la même chose sur la présence de Marcel. Il n'y a aucun doute là-dessus. N'est-ce pas, les déclarations de M. Jean-Marie prouvent à suffisance que M. Marcel a fait preuve d'agressivité très excessive ces jours-là. Mais Jean-Marie nous a fait le récit le soir, quand nous étions à la clinique Pasteur. Il nous a fait le récit de ce qui lui était arrivé et il a nommément cité Marcel plusieurs fois. Nous étions à la clinique dans la soirée. Très bien. Et est-ce que vous confirmez, parce que M. Jean-Marie Doré le dit, que c'est Marcel qui a voulu faire exploser la clinique, qui détenait une grenade. M. Sidi Touré le dit, M. Mokhtar Diallo le dit. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec vos collègues des forces vives que c'est lui qui a voulu faire exploser et qui détenait une arme, une grenade, c'était bien Marcel et non Toumba? C'est bien Marcel qui a sorti une grenade. C'est bien lui. C'est bien Marcel. Très bien. Alors, il y a une question qui vous a été posée ici. Vous me permettrez de revenir sur cette question. Alors, on vous a demandé que lorsque vous êtes... vous avez... Parce qu'on ne veut pas entendre que vous avez été sauvé par Toumba. On vous a dit, ben, Toumba vous a sauvé, mais n'est-ce pas, c'est Toumba qui vous a déposé au niveau de la gendarmerie. Mais avant que Toumba ne vous dépose au niveau de la gendarmerie, êtes-vous d'accord qu'il a fallu que M. Toumba Diakité bataille avec Marcel pour vous soustraire, parce que Marcel voulait vous amener au camp, pour qu'il vous mette à la gendarmerie. En vous déposant à la gendarmerie, M. Toumba vous a mis en sécurité ou bien il vous a exposé? Bien sûr qu'il nous a mis en sécurité. Je pense que Toumba a réalisé que c'est le seul endroit où il pouvait nous mettre pour qu'on soit en sécurité. Et s'il voulait, il pouvait nous amener à Faya, il ne l'a pas fait. Mais je crois qu'en arrivant à la gendarmerie, et d'ailleurs les faits l'ont prouvé, il nous a mis à l'abri. Et si on vous disait en ce moment, au moment où vous étiez confronté à l'agressivité de M. Marcel, et si on vous demandait en ce moment de faire un choix entre la clinique Ambroise Paré, qui était pris d'assaut par M. Marcel, et la gendarmerie, qu'est-ce que vous aurez choisi? Où M. Toumba a pu trouver en ces lieux, a pu assurer votre sécurité en ces lieux?
Mais vous savez, il est évident que si on nous avait accueillis à la clinique, on aurait été pris en charge. Et certainement, on serait à l'abri aussi. Mais en nous déposant à la gendarmerie, les faits ont prouvé que nous étions encore mieux là-bas. Et il y a une autre question qui vous a été posée. On vous a dit, bon, est-ce que M. Aboubacar Toumba, ce n'est pas en dernier lieu qu'il a pris la décision de vous venir au secours, de vous sauver, et que en agissant ainsi, il aurait fait preuve de repentir actif. Vous savez, vous êtes un juriste, quand on parle de repentir, ça suppose que l'agent pénal s'est déjà rendu coupable d'infraction. Vous savez que relativement aux infractions reprochées à M. Aboubacar Diakité Toumba, je vous ai posé des questions ici relativement à chacune de ces infractions. Alors, vous avez dit que vous n'avez jamais vu M. Toumba se rendre coupable d'une seule de ces infractions. Est-ce que, dans ces conditions, on peut dire que M. Aboubacar Diakité Toumba, qui vous a sauvé ces jours-là, alors aurait agi en termes de repentir actif? Non, pour ce qui concerne Toumba, je ne vais pas penser à une question de repentir parce qu'il n'a posé aucun acte que nous puissions considérer comme un acte de violence ou d'agression à notre égard. De l'instant où il nous a appelés de le suivre là-haut, à la tribune, jusque sur la pelouse, là, on n'était plus sous son contrôle parce que les autres continuaient à nous assaillir. Mais une fois sur la pelouse, il a pris la décision de nous exfiltrer et il l'a fait. Très bien. Monsieur Fall, alors avec toutes ces réponses, je voudrais vous poser une question. Alors, est-ce que Toumba qui a agi tel qu'il a fait, croyez-vous à lui lorsqu'il dit qu'il était venu au stade pour sauver les leaders? Lorsque le petit matin du 28 septembre, il a vu le président Dadis dans tous ses états en train de dire ils vont le regretter, il faut les mater. Lorsque ce jour-là, il a vu le président Dadis donner des instructions à Marcel et autres Georges à l'effet de se rendre au stade pour mater. Et vous-même, vous avez dit ici, vous avez été tellement malmené que vous avez dit ici que vraiment vous avez été maté. Alors, est-ce que vous croyez maintenant en M. Aboubacar Diakité Toumba lorsqu'il dit qu'il était venu au stade pour vous sauver? Vous croyez à cela? Le modus operandi l'indique. Tout ce qu'il a fait ce jour-là, c'était une opération de sauvetage. Je le crois sincèrement. Et mes collègues, souvent, on le disait depuis le 26 septembre, et nous l'avons dit même à la clinique, que sans Toumba ce jour-là, certainement qu'il nous aurait tués. Et c'est Toumba qui nous a sauvés. C'est une opération de sauvetage qu'il a menée et il nous a sauvés. Très bien, je vais vous poser une question. C'est une curiosité personnelle même. Peut-être elle pourrait être celle du tribunal, mais pourquoi pas des autres parties. Alors, je veux savoir, tout le monde se méfie de la justice. Même il y a certaines victimes qui se méfient. Vous, personnellement, vous venez dans ce procès. Vous dites que vous ne réclamez rien. Alors, je veux connaître vos motivations. Qu'est-ce qui vous a motivé à comparer devant ce tribunal? Puisque vous ne demandez rien. Une victime qui comparaît et qui ne demande rien. Quelles sont les motivations de votre comparaison? Mes motivations sont fondées sur le fait que, étant un des leaders des forces vives, nous étions les organisateurs de ce meeting. Nous avons été témoins de ce qui arrivait à nos militants et à nos militantes. En aucune manière, je n'aurais accepté de garder le silence face à un tel désastre. Je considère comme un devoir, comme je l'ai dit le premier jour, c'est un devoir pour moi d'être ici, par solidarité vis-à-vis des victimes, pour faire comprendre au tribunal ce que j'ai vu et surtout parler de ces victimes. Je suis venu pour cela, beaucoup plus pour cela que pour moi-même. Je sais que nous avons été molestés, nous avons été blessés, je pouvais apparaître en cause de ça uniquement. Mais au-delà de ce que j'ai enduré moi-même, je suis ici par solidarité et par devoir vis-à-vis de toutes les victimes de ce jour-là. Je crois qu'en tant que responsable politique, en tant que leader politique de cette époque, il était de mon devoir de venir ici et de dire au tribunal ce que j'ai vu
et ce que je ressens et ce que je sais de l'après 28 septembre. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Je ne suis pas venu pour réclamer une quelconque compensation, comme je l'ai dit. C'est l'ultime raison. Rien d'autre. Ok, merci. Peut-être une redondance. Alors, pensez-vous que les honorables magistrats qui sont dans ces procès et qui ont en charge cette affaire, pensez-vous que ces magistrats seront à même de dire le droit tel que vous y attendez? Depuis le 28 septembre 2022, je suis le déroulement de ce procès. J'ai découvert au cours des 6 derniers mois une nouvelle génération de magistrats, une génération porteuse d'espoir. Je les ai suivis patiemment au cours des 6 derniers mois et je me trouve aujourd'hui devant ce tribunal. Comme je l'ai dit ce matin, je fais pleinement confiance à cette nouvelle génération. Cette génération est en train de réécrire l'histoire, une histoire nouvelle dans les annales judiciaires de notre pays. Parce que vous devez savoir que ce tribunal est un tribunal qui officie, mais qui est suivi par le monde entier. Et que le monde entier attend les décisions qui sortiront de ce procès. Je n'ai aucun doute quant à la capacité de ce tribunal de faire justice. Je suis très encouragé de voir que mon pays a une nouvelle génération de magistrats qui, par leur jeunesse, par leur expérience, par leur façon de faire, m'encouragent sérieusement. J'ai bon espoir que ce sera ainsi, parce que pour moi, la justice, c'est le pilier de notre société. Je n'ai aucun doute. Merci. J'ai confiance en eux. Ok, bon, vous avez déclaré ici, et c'était en réponse à l'une des questions posées par la défense de M. Dadis. Je ne sais pas si, parce qu'on vous a parlé au bout de la réponse que vous voulez donner. Alors, vous avez eu à dire que vous n'avez pas personnellement d'avocat, alors que depuis quelque temps, alors on vous voit avec des avocats des partis civils qui se déploient, qui vous défendent. Alors, je voudrais bien comprendre, est-ce que ces éminents confrères qui sont à vos côtés, qui vous assistent, alors qui sont là, sont-ils vos avocats ou pas? Qu'est-ce que vous avez pu dire? Il est évident que c'était un lapsus linguique. C'était un lapsus linguique. Parce que la question qui avait été posée, c'était que Maître Yomba était mon avocat. C'est en réaction à cette affirmation que j'ai dû commettre peut-être ce lapsus linguique. Depuis le début de ce procès, je coopère très étroitement avec les avocats de la partie civile, notamment avec Maître DS, que j'ai contacté, avec qui j'ai échangé plusieurs fois, et avec les autres. Et j'admire la manière avec laquelle les avocats de la partie civile s'acquittent leur devoir. Ils sont en train de faire un travail admirable, un travail louable. Se mettre au service des victimes de cette tragédie est une tâche noble. Ils sont du bon côté et je les encourage. Je les félicite pour le travail qu'ils sont en train de faire et je les encourage à maintenir ce cap-là jusqu'à la fin de ce procès parce que vous êtes en train de faire un travail noble, un travail véritablement noble et je suis très content de la manière dont vous avez comporté depuis le début de ce procès. Naturellement du bon côté. Et franchement, la tâche que vous faites, c'est encore facilité parce que vous faites le travail du bon côté. Vous êtes du côté du droit, vous êtes du côté de la justice, vous êtes du côté de la vérité. Et vous le faites bien. Et je vous appuie. Merci pour ces hommages parce que j'ai vu certains avocats de Dadis se moquer de ces éminents confrères. Je ne pouvais pas l'admettre sans vous en poser la question. C'était un lapsus et je le regrette. Très bien. J'ai continué ce matin, on a parlé des complots. On a parlé des complots et vous êtes aperçu que la théorie de complot revient, mais cette théorie, elle évolue. Au départ, les comploteurs qui étaient nommément désignés ici, c'était Alpha Condé, Sekouba Konaté et Toumba. Mais maintenant, alors... Ils sont passés après. Bon. N'est-ce pas une autre intelligence alors, si discuter ou s'allier avec M. Alpha Condé
constitue une conspiration. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup de conspirateurs? Ben, je ne sais pas quels étaient les motifs pour lui de venir avec le professeur Fakonde. Je ne sais pas. Je ne suis pas beaucoup intéressé ni à lui-même ni à son parti. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Je n'étais même pas au courant de tout ça. Ça ne m'a pas intéressé vraiment. Ensuite, on a voulu justifier les massacres, les crimes, en disant que vous êtes parti dans le stade sans être autorisé. Est-ce que cela ne corrobore pas avec les déclarations du président Dadis, juste après le massacre, lorsqu'il affirmait sur les réseaux sociaux que ce sont les leaders qui sont responsables, ceux qui ont envoyé les gens à la boucherie? Je pense qu'on a beaucoup discuté de cette question. Elle est revenue plusieurs fois, j'ai répondu plusieurs fois. Ce n'était pas la réalité. Je me suis prononcé suffisamment sur cette question. Est-ce que cela ne prouve pas une fois encore que les massacres étaient prémédités? La manière dont les choses sont passées, la brutalité avec laquelle les forces de défense et de sécurité ont déferlé sur le stade, il y a lieu de croire que c'était quelque chose qui était prémédité. Et les explications qui ont été données depuis l'ouverture de ce procès nous ont édifiés quant aux préparatifs de ce qui s'est passé au stade. Et nous avons beaucoup appris au cours de ce procès. Et étant un acteur sur le terrain, nous essayons de nous faire une idée de ce qui s'est réellement passé avant, pendant et après. Dernière question peut-être. Après tout ce que vous avez subi, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un manque de respect à votre égard en vous accusant de comploteur? Ben, écoutez, ça m'amusait plutôt, comme je l'ai dit. Mais évidemment, on a l'habitude de faire ce genre de déclaration dans notre pays, de l'histoire de la Guinée, complotite. Et ça m'amusait plutôt que l'on dise que je suis dans un complot. Et cette liste, comme je l'ai dit, risque de s'allonger. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est pas raisonnable de penser à un complot. Pas du tout. Je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils ont dit. Il n'y avait aucun complot ce jour-là. Aucun. Il n'y en avait pas. Est-ce que vous n'êtes pas surpris du fait qu'on essaye de justifier le massacre au lieu de le déplorer? Oui, parce que jusqu'à présent, ceux qui sont poursuivis, aucun d'eux n'a encore marqué une compassion pour ce qui s'est passé. C'est plutôt des dénégations que nous avons enregistrées depuis le début de ce procès. Et lorsque je suivais au début à la télévision, j'écoutais les accusés parler, je disais, ben, c'est quand même extraordinaire. Il a fallu que je vienne pour dire exactement ce que moi je sais, et d'autres viendront diront la même chose. Mais je crois que ceux qui sont à la base de ce qui s'est passé devraient se ressaisir après tout ce qui s'est passé, tout le mal qui a été fait, que ces personnes-là puissent se ressaisir et avoir le courage de demander pardon ici pour toutes les victimes, reconnaître d'abord les faits et demander pardon. Il n'y a rien à faire. Cette histoire, pour moi, elle est très claire. C'est une histoire claire. C'est ce que nous attendons d'eux. M. Ansani, cette place est réservée à ceux qui sont en touche, s'il vous plaît.
Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Quel sentiment vous avez aujourd'hui après avoir fait vos dépositions à la barre contre le procès de massacre? J'avoue que c'est un grand soulagement pour moi. Parce que pendant 13 années, j'ai attendu ce moment. Étant un des leaders, ceux qui ont mobilisé les militantes et les militants pour ce meeting du 28 septembre, je me sentais dans l'obligation, après tout ce qui s'est passé, ce que nos militants et les militantes ont enduré au stade du 28 septembre, j'ai toujours considéré que c'est notre devoir de venir devant ce tribunal, d'abord encourager qu'il y ait un procès. Parce que les crimes qui ont été commis ce jour-là sont des crimes monstrueux. On a assassiné, on a tué des dizaines de personnes. On a violé des dizaines et des dizaines de femmes et des milliers de personnes qui ont été blessées dans une manifestation absolument pacifique, dans un enclos fermé. La barbarie de cette action, pendant 13 ans, j'ai toujours souhaité donner devant un tribunal ma part de vérité. Je n'ai pas attendu ce procès. J'ai publié un livre chez l'Harmattan où j'ai relaté les événements du 28 septembre depuis 2012-2013, en deuxième édition. Et j'ai fait des interviews dans le monde entier pour parler du massacre du 28 septembre. Et l'occasion m'a été donnée de venir. Je n'ai pas hésité. Malgré toutes les pressions de plusieurs personnes, j'ai tenu à assumer mes responsabilités en venant dire au tribunal, en tant que partie civile, ce que je sais du massacre du 28 septembre. Et quel message avez-vous à l'endroit de certains leaders qui étaient au stade, mais qui ne sont pas là aujourd'hui? Leur dire de prendre leur courage, de même venir faire leur déposition. Moi, je m'attends à ce qu'eux tous viennent, parce qu'il y avait quand même une responsabilité collective. Et je suis heureux que ce procès se tienne, parce que notre pays, comme vous savez, dans son histoire tumultueuse, on a connu beaucoup de crimes de masse dans ce pays, mais qui sont restés dans l'oubli. Et les gens avaient tendance aussi à ranger le massacre du 28 septembre dans ce groupe de crimes de masse oubliés. L'omerta sur ces crimes plombe les efforts de réconciliation de notre pays. Nous aspirons à réconcilier les Guinéens. Ce que j'ai dit ici, ce procès n'est pas dirigé contre une région ni contre une ethnie. Je vous le dis en toute sincérité. Et je souhaite que ce procès serve à réconcilier les Guinéens et que encourage aussi les Guinéens à revisiter l'histoire pour que les pages noires qui sont encore sous silence, qu'on puisse en parler avec courage, assumer ce qui s'est passé. Le jour où nous allons exorciser ces choses, vous verrez que la Guinée nouvelle va se mettre en place. Il y aura une nouvelle Guinée réconciliée avec elle-même. Les familles vont pardonner. Et c'est le pardon que Dieu nous a donné. Parce que lui-même, il nous pardonne tous les jours. Les Guinéens se pardonneront, mais il faudrait que la vérité soit dite. Et c'est sur cette base que la réconciliation nationale sera faite. Une Guinée forte sera une Guinée réconciliée. Et c'est ce que je donne comme message à tous les Guinéens. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait vos dépositions. Il y a une partie qui a retenu mon attention, c'est ce témoignage émouvant, pathétique que vous avez eu à faire sur l'une de vos militantes qui aurait été violée, qui a contracté le VIH-Sida, qui est morte après, et son mari aussi. Vous savez, les viols, l'une des conséquences des viols, c'est souvent des grossesses non désirées. C'est aussi la transmission de maladies graves, comme le VIH-Sida. Cette militante, je la connais très bien, elle était très active dans mon parti. Elle a été victime de viol et elle a été contaminée. Et malheureusement, ça a atteint son mari également. Et tous les deux ne sont plus de ce monde. Cela me fait de la peine. Lors de ce procès, il y a des avocats qui tentent, notamment les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara, qui essayent de vous faire porter la responsabilité, vous, organisateurs de la manifestation. Mais c'est inverser l'ordre des choses, ce que j'ai dit au tribunal. On ne peut pas transformer les victimes en bourreaux. Mais c'est de bonne guerre. Ils n'ont pas d'autre angle de défense. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est dire que c'est les leaders des forces vives qui avaient fait une demande officielle pour se réunir. On n'est pas allé dans la rue pour manifester dans la rue. On voulait faire un meeting pour déclarer, faire une déclaration. C'est tout ce qu'on voulait.
et c'était notre droit légitime. Et malheureusement, nous n'avons pas été entendus. C'est plutôt la brutalité qui a été la réponse qui a été donnée. Et la conséquence, vous la connaissez. Merci, monsieur. Je vous remercie tous.